Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des objectifs qui vont sur les Lumix et en particulier sur le dernier sorti. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, à savoir le S1R Mark II, qui est le sujet de ma dernière vidéo. Je pense que la sortie de ce boîtier redistribue quand même un peu les cartes dans la mesure où ça rend c'est pas qu'elle était inintéressante, cette gamme Panasonic du tout, mais il manquait un peu le boîtier de la gamme du dessus, et puis le nouveau boîtier aussi au niveau ergonomie, c'est-à-dire qui est bien switch photo vidéo, qui est ce fameux écran qui est génial, qui n'est plus de crop ou quasiment plus en 4K 50, qui est la 4K 120 avec un léger crop. Bon, problème par contre avec l'autofocus en 4K 120, je vous renvoie à ma dernière vidéo si jamais, mais bon, au moins la 4K 60 sans crop, et puis la 8K, la 6,4K, le ProRes RAW, le ProRes tout court, tout en interne, voilà. Vraiment un beau boîtier vidéo et un beau boîtier photo aussi. Et justement, comme c'est aussi un beau boîtier photo, je pense qu'on peut s'intéresser un peu à quels objectifs on va mettre devant. Alors, il y a un mix, bien sûr, entre les objectifs de Panasonic, puisque Panasonic a une gamme, alors certes pas hyper développée comme on va le voir, mais évidemment, comme on est en monture L, on bénéficie de l'apport massu de Sigma, évidemment, par exemple, qui manque tant dans la monture Canon et en grande partie dans la monture Nikon aussi. Allez, on y va. On va commencer par les grands angles, les très grands angles, les ultra grands angles. Qu'est-ce qu'on a? On a un Panasonic qui est sorti relativement récemment, je dirais peut-être il y a 2 ans, quelque chose comme ça. C'est un 14-28. Alors, pas très ouvert, f4, f5.6, mais qui a l'air plutôt très bon, voilà, qui est vendu à un prix correct, on va dire, pour ce genre d'objectif, et qui a le bon goût quand même de commencer à 14 mm, et ça, c'est vraiment pas rien. Voilà, donc déjà un premier bon objectif, je pense, pour mettre devant ce boîtier. Si on préfère, on a le Sigma 16-28. Alors, il faut savoir qu'entre 16 mm et 14, puisque le Panasonic est à 14 au minimum et le Sigma à 16, il y a une grosse différence. On est en ultra grand angle, 2 mm, ça fait vraiment une différence. Mais par contre, on a le 2.8 constant avec le Sigma, évidemment. Voilà, donc on peut hésiter entre ces deux objectifs, surtout qu'il me semble, pas dire de bêtises, ils sont pas loin d'être au même prix. Bien. En ultra grand angle, on a aussi, alors je vais pas tous les faire parce que chez Sigma, il y a quand même pas mal de références. Il me semble qu'il y a un 12-24 f2.8. Voilà, un gros machin. Voilà, il me semble qu'il y a un 20 f1.4 dans les focales fixes, voilà, des choses comme ça. Allez, j'ai dit que je ne les ferai pas tous. Qu'est-ce qui va nous intéresser encore? Éventuellement des focales fixes relativement abordables. Et on a chez Panasonic, alors là, un très bon objectif qui est sorti aussi. Je ne sais plus s'il y a 2 ans ou 1 an, quelque chose comme ça, c'est le 18-1.8 et c'est un objectif vraiment très bon d'après tous les tests. Vu son ouverture, lui par contre, contrairement au 14-28, il va être beaucoup plus indiqué pour la photo de nuit, pour la photo en intérieur pas très éclairée, pour l'astrophotographie, et bien sûr, vu que c'est un 18 mm, donc il coche beaucoup de cases, il est évidemment assez petit, assez léger, il coûte un prix correct lui aussi, alors c'est pas donné quand même pour une focale fixe 1.8, mais je pense qu'il les mérite, et c'est une focale intelligente parce que
Des fois le 16 mm, hein, où on parlait du 14 tout à l'heure, mais là c'est différent sur des zooms. Donc, mais ça peut des fois être trop grand angle. Hein. Parfois on n'a pas besoin d'autant de grand angle, mais on a besoin de plus de grand angle que le 24 mm assez classique. Et ben ce 18 mm il tombe pile là où il faut. Hein. Donc je pense très recommandable cet objectif. Ensuite, on va monter en focale, on va passer dans les focales standards. Hein. Alors là, on a chez Panasonic, il manque peut-être un petit peu des références, mais heureusement, on va le voir bien sûr, c'est tout de suite complété par Sigma. Alors qu'est-ce qu'on a chez Panasonic? On a un 2060 qui était à un moment souvent vendu en kit, hein, il me semble, avec les boîtiers. Alors avec des ouvertures modestes. Il est original dans le sens où il commence à 20 et pas à 24 comme beaucoup. Et par contre, il finit à 60, hein, bon, pas à 70. Bon, voilà, c'est un choix. Après, encore une fois, c'est des ouvertures modestes. C'est pas de la construction vraiment très haut de gamme. Mais bon, voilà, il existe, hein, cet objectif, c'est sûr. Sinon, Panasonic a deux objectifs là plus anciens dans leur gamme. Il s'agit du 24-105 f4. Alors, le 24-105 f4, c'est un bon objectif à tout faire, hein, bien sûr. Moi, j'en ai eu un encore il n'y a pas longtemps, hein, en monture Canon. Alors, le seul truc, c'est que les 24-105, de manière générale, c'est jamais des objectifs exceptionnels au niveau du piqué, du rendu, c'est des bons objectifs à tout faire. Il y en a qui sont un peu meilleurs que d'autres. Alors, ce Panasonic, bon... j'ai été revérifier un peu des tests. D'après ce qui se dégage, c'est un objectif qui est plutôt optimisé sur les extrêmes, c'est-à-dire au 24 et au 105. Enfin, sur la plage grand angle et sur la plage téléobjectif, et qu'au milieu, là, hein, sur la plage, on va dire 50-70, c'est pas super quoi au niveau du piqué. Bon, après c'est un objectif, je crois on peut faire de la proxy macro avec et tout, il a d'autres qualités, hein, bien entendu. Il fonctionne en double stabilisation avec les boîtiers Lumix, et quand on sait que le S1R Mark II en a une excellente, on se doute bien qu'en double stabilisation, ça doit bien aller aussi. Bon bah voilà, donc il y a un 24-105 f4. Un petit peu lourd quand même, bon, mais comme les 24-105 f4 en général, hein, finalement. Ensuite, on a bien entendu le 24-70 2.8, mais là, j'allais dire, qui va aller acheter cet objectif, hein, parce que il est très gros. Alors pour le coup, là, il est plus gros que la moyenne des 24-70 2.8 du marché, qui sont déjà des objectifs assez conséquents, hein, forcément. Alors lui, c'est un des plus gros et des plus lourds. Il est cher, alors peut-être un peu moins que chez Sony, Canon, Nikon, hein, mais enfin ça reste cher, c'est un objectif de très bonne qualité. Alors pourquoi je dis qu'il ne va pas sans doute beaucoup se vendre? Parce que tout simplement on a Sigma qui a renouvelé son 24-70 2.8, hein, et qui se fait évidemment dans la monture L. Et on est sur un autre produit, hein, qui est en plus nettement moins cher. Il est plus piqué, certainement. Il est au moins aussi bon au niveau de l'autofocus, tout quoi. Et il a une bague d'ouverture, décliquable en plus, enfin. Et il est surtout plus léger, voilà, parce que déjà l'ancien était plus léger que le Panasonic, mais alors en plus là Sigma l'a encore allégé. Donc voilà, hein, je pense que c'est l'objectif un peu de rêve avec un boîtier comme le S1R Mark II, hein, très clairement. Alors, si on ne veut pas du poids et de l'encombrement d'un 24-70 2.8, on a, grâce à Sigma, une autre solution qu'on n'a pas là chez Panasonic, et heureusement là hein, qu'on a Sigma, c'est le 28-70 2.8. Le 28-70 2.8 de Sigma, qui est alors lui nettement plus compact et léger que le 24-70, même celui de Sigma, hein, je veux dire. C'est tout son intérêt bien sûr, et aussi encore là nettement moins cher. Donc c'est un peu la mode, hein, ces 28-70 2.8. Alors moi, il se trouve que j'ai changé mon 24-105 f4 pour le 28-70 2.8 qui n'existait pas quand j'ai acheté mes boîtiers Canon, hein, tout simplement. Et oui, c'est vrai que d'avoir l'ouverture de 8 sur la plage 28-70 constante, donc
en ayant quand même cette plage qui permet de faire beaucoup de choses, mais en sacrifiant, c'est sur le 24. Bon, bah, le 24, on le rattrape après sur un super grand angle. Hein. C'est sûr, par contre, ça fait changer l'objectif, c'est un peu moins polyvalent, certes, mais alors, on gagne tellement en compacité, en poids et en prix que bon, l'un dans l'autre, hein, c'est pour ça que c'est un peu la mode. Et donc, ben, celui-là aussi, il va comme un gant, à mon avis, à ce Panasonic et aux autres Panasonic, hein, bien sûr. Donc voilà, pour le milieu de gamme, les milieux de focale, pardon, hein, les focales intermédiaires. Sachant que en zoom, il ne me semble pas qu'il y en ait d'autres, hein, et donc maintenant on va passer aux focales fixes parce que là il y a de quoi faire. Là, pour le coup, alors il y a déjà Panasonic qui a une belle série de focales fixes 1.8. Hein. On a parlé tout à l'heure du 18 1.8, et après ils ont le 24 1.8, ils ont le 35 1.8, le 50 1.8 et le 85 1.8, hein, toute la gamme. Alors c'est des objectifs qui ne sont pas hyper haut de gamme, mais qui font vraiment bien le job, hein, clairement, et qui ont un rapport qualité-prix tout à fait bon, hein, puisqu'ils sont dans les 500-600 €, il me semble. Voilà, donc des très, très bons objectifs. Et puis alors l'avantage, bien sûr, c'est que si on veut plus qualitatif, mais toujours avec la même ouverture, on a les Sigma, qui sont, eux, ils sont à F2, hein, bon, F2, F1, 8, d'accord, le 35 et le 50 notamment, et alors eux, ils sont d'une très haute qualité déjà de construction, hein, comme on le voit, vraiment ils ont la bague d'ouverture et tout, ils sont tout en métal, c'est des beaux objectifs vraiment, hein, et donc voilà, hein, c'est soit des objectifs un peu plastiques là avec Panasonic, soit ces Sigma qui sont à peu près dans les mêmes prix que les Panasonic, hein, bon, donc ça se réfléchit bien sûr. Par contre, je crois qu'on n'a que le 35 et le 50, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. Alors, ensuite, on a surtout les 1.4, hein, grâce à Sigma. Et là, c'est sûr que ça, c'est par exemple ce qui manque cruellement chez Canon, puis j'allais dire chez Nikon, maintenant que Nikon a sorti des 1.4 qui pour le coup en plus sont pas très chers, il n'y a plus que Canon qui bloque les 1.4 à des prix assez abordables, alors que là évidemment on a par exemple l'excellent 35 1.4 de Sigma qui en plus coûte pas très très cher et qu'on trouve d'occasion en plus au prix d'un 1.8 quoi, hein, vraiment, hein. Donc voilà, un super objectif, alors un petit peu lourd, un petit peu encombrant, hein, quand même, mais on n'a rien sans rien non plus. Toujours en 1.4, on a le très très bon 85 1.4 de Sigma. Et lui, pour le coup, pour un 85, il n'est pas trop lourd et trop encombrant, pour un 85 1.4, hein, je veux dire. Et alors moi il se trouve que je l'ai eu quand j'avais mes boîtiers Sony et c'est une pure merveille, hein. Alors évidemment il faut faire beaucoup de portraits, enfin en avoir l'usage, mais alors il a un piqué de dingue, hein. Et puis alors le flot d'arrière-plan que ça vous donne là, un 4, c'est très impressionnant, hein. Mais voilà, il faut en avoir l'usage effectivement. Sinon, donc, il y a le 85 1.8 de Panasonic, hein, qui est un peu plus raisonnable en taille, en prix aussi, parce que le Sigma, il n'est pas très cher pour un 85 1.4, il est quand même plus cher que le 85 1.8 de Panasonic. Voilà, donc vraiment du choix, hein, beaucoup de choix, hein, c'est sûr, dans ces focales intermédiaires, que ce soit en zoom ou en focale fixe. Alors, on va terminer avec les longues focales. Alors là, c'est vraiment heureusement qu'on a Sigma, là, par contre, hein, encore plus là, dans ces focales-là. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on a chez Panasonic en longue focale? Alors, on a deux 70-200 en zoom, le 70-200 de 8, hein, qui complète évidemment le 24-70 de 8. Alors, je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié de parler, puisque je réfléchis, la fameuse Trinité de 8, là. À ma connaissance, il n'y a pas de 16-35 de 8, par contre, il y a un 16-35 f4, j'ai oublié d'en parler dans les grands angles, donc quand même, il y a un 16-35 f4, hein, qui est assez ancien, qui est assez lourd pour du f4 et encombrant, et qui est cher en plus. Ouais.
Bon, c'est du f4, quoi, je veux dire. Alors, franchement, par rapport au 16-28 2.8 de Sigma ou au 14-28 f4, f5.6 de Panasonic, je pense que ce 16-35, il a plus trop d'avantages, quoi. Hein. Voilà, donc je reviens à mes longues focales. 70-200 2.8, donc. Pareil, plus, je crois, même plus lourd que la moyenne des 70-200 2.8. Il n'a pas été remis à jour, hein, contrairement par exemple à celui de Sony ou même récemment de Canon. Alors il sera toujours peut-être un peu moins gros que le Nikon qui lui est une vraie enclume, quoi. Mais bon, là on va le voir aussi, la concurrence de Sigma est quand même énorme, quoi. Parce que c'est pareil, il n'est pas donné, évidemment, puisque c'est le 70-2.8 de la marque constructeur, quoi, hein. Alors, parallèlement, ils ont un 70-200 f4, qui est pas mal, mais un peu cher, et franchement, on va le voir tout de suite. Sigma, donc, depuis un an, a sorti le 70-200 2.8 qui manquait tant depuis le passage aux hybrides, hein, puisqu'on l'avait en réflexe numérique, mais Sigma a tardé à le sortir en hybride, mais alors... Là, on a récupéré un super objectif, hein, et qui, lui, évidemment, est moins cher que le Panasonic et est sans doute meilleur, je pense, hein, globalement. Voilà. Donc, pour les 70-200. Et ensuite, Panasonic, la focale maximale qu'on peut avoir avec un objectif Panasonic, c'est 300 mm. Parce qu'après, ils ont un 100-300 qui n'est pas donné, hein, parce que c'est un f4, f5.6. Alors par contre visiblement il est très bon, heureusement, parce que je crois qu'il coûte quasiment 1000 €, hein, donc il a intérêt à être très bon, hein, pour un 70-300 quand même. Alors bon, ok. Et puis bon, bah après du coup on s'arrête à 300. Alors heureusement qu'il y a Sigma là, là c'est sûr. Alors chez Sigma on a d'abord le 100-400. Alors le 100-400 de Sigma, c'est un bon complément justement au 100-300 là, au 70-300 pardon de Panasonic, qui peut des fois être un peu juste. Alors la différence quand même, c'est que ce 100-400 de Sigma, donc moi je peux en parler parce que je l'ai eu avec mes boîtiers Sony, comme le 85 1.4 dont je parlais tout à l'heure. Alors pour un 100-400, il était quand il est sorti assez compact et léger. Mais pas tant que ça en vrai, hein, quand même, c'est-à-dire que vous l'emmenez pas partout comme ça, comme un zoom standard, quoi, hein. Il pèse 1,1 kg, hein, quand même. Voilà, donc alors moi je sais que quand je me balade, on va dire, comme ça avec mon sac photo, j'ai un sac, vous voyez, en bandoulière, quoi, pas très gros, quoi, hein, où je mets mon boîtier avec l'objectif principal. Et souvent je prends le 100-400 parce que j'ai la place justement dans ce sac, parce que c'est le 100-400 de Canon qui est très compact et léger, lui pour le coup, et qu'on arrive à caser comme ça dans une configuration telle que celle-ci, quoi. Alors que le 100-400, quand je l'avais sur l'A7 III ou l'A7 IV, jamais je pouvais le mettre dans ce sac avec le boîtier et un autre objectif sur le boîtier, hein. Donc voilà, c'est un paramètre quand même à savoir, c'est-à-dire que le 70-300 est plus compact nettement, hein, et plus léger. Voilà, et dernière chose, il n'est pas exceptionnel, hein, le 100-400 de Sigma en termes de piqué, il fait bien le job quand même, hein, c'est pas un cul de bouteille non plus, hein, évidemment, mais par rapport justement aux autres là, hein, qui sont de la gamme Art et tout, c'est bon, voilà. C'est là le 70-300 de Panasonic, je pense, est meilleur au niveau du piqué. Alors là où par contre on a les objectifs fabuleux de Sigma, c'est le 150-600 d'abord, hein. Alors lui, ça fait longtemps qu'il existe, qu'il est sorti, super objectif, mais bon, alors celui-là c'est pas celui que vous allez mettre comme ça en partant en balade sans trop savoir ce que vous allez prendre en photo, hein. Vu l'encombrement et le poids, parce que là on est sur 2 kg, puis c'est voilà, hein, c'est un gros machin, quoi. Bon, mais on ramène des super photos avec cet objectif qui existe depuis longtemps, hein, qui existait en réflexe numérique, notamment avec les Canon et les Nikon, hein, et c'est un objectif justement à un prix très concurrentiel, hein, puisque
il coûte autour de 1400 €, hein, bien sûr. Ensuite, on a son grand frère qui est sorti plus récemment, qui est le 60-600, donc un zoom x10 là, en plein format qui va jusqu'à 600, c'est unique hein, évidemment sur le marché, et c'est très polyvalent du coup, si ce n'est qu'évidemment là aussi c'est très lourd et très encombrant. N'empêche que, alors lui il est plus moderne que le 150-600, donc il sera un peu meilleur au niveau du piqué, hein. Il a la même ouverture notamment à 600, hein, c'est 6.3, mais voilà, hein, donc et puis il a des meilleurs moteurs autofocus aussi que le 150-600. Donc, alors on va revenir très brièvement sur le S1R Mark II. Ce genre d'objectif, c'est surtout la photo animalière, hein. Est-ce que le R5 II va être très capable en photo animalière? Oui, alors pas autant sans doute qu'un R5 II ou un Z8 qui ont un capteur empilé, voilà, et tout ce que ça amène derrière, mais il a une très bonne rafale. Alors attention, par contre elle n'est pas réglable, hein, c'est 40 photos par seconde en obturateur électronique ou rien, donc c'est obturateur mécanique, vous retombez à 9 ou 10, donc il n'y a rien entre les deux, c'est ça qui est un peu bon, voilà. Et puis à 40 images par seconde, le buffer est quand même très réduit, donc bon, faut le savoir. Alors après, en photo animalière, on n'a pas tout le temps besoin non plus de faire des rafales à 40 images par seconde d'être en obturateur électronique, hein. On peut très bien être en obturateur mécanique et se contenter de la rafale déjà assez élevée. Et puis, surtout, on n'aura pas en obturateur mécanique, on n'aura pas les problèmes de rolling shutter hein, qu'on peut donc avoir sur le S1R2 en photo notamment, hein. En vidéo, franchement, c'est moins grave, hein. Clairement, le rolling shutter, moi je trouve. Dans ce genre de photo, des fois, voilà, je l'avais montré dans ma précédente vidéo, hein, dans une photo d'oiseau, ce que ça pouvait donner avec le Canon R7, justement. Voilà, mais alors après, il y a quand même l'autofocus qui joue aussi. Bon, l'autofocus, ça fait des gros progrès hein, quand même. Alors oui, il n'est pas du niveau quand même de Canon, notamment sur un R5 II, ça c'est assez sûr. Peut-être pas tout à fait de Nikon non plus, pas trop de Sony, mais Sony, ils n'ont pas vraiment un boîtier équivalent. Le A7R5 qui a encore plus de résolution, lui, il est beaucoup moins rapide en tout, quoi, en lecture de capteur, en rafale, en tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est pas très comparable. Chez Sony, il n'y a pas trop quoi, un boîtier équivalent. Donc sinon 7500 € dans un A1 Mark II, mais enfin là on parle plus de la même chose. Donc oui, ce Panasonic S1R2 est plutôt capable, je pense, en photo animalière, et donc ça justifie de monter ses objectifs dessus, surtout que le boîtier est assez costaud hein, quand même, donc même s'il a maigri par rapport au S1R d'origine, ça reste un bon boîtier de 800 grammes hein, quand même. Et puis, pour finir avec Sigma et les longues focales, eh bien, depuis quelques jours, nous avons le fabuleux 300-600 f4. Bah voilà, et oui, il se fait en monturelle, et oui. Et oui, et c'est marrant parce que là j'ai été voir pour mettre l'image là que je vous passe, il est déjà en stock quoi. Hein, alors évidemment c'est très cher là, et puis là boum 4 kilos, c'est un autre monde, il est très cher par contre, hein, je l'ai dit dans ma vidéo de présentation de cet objectif, rapport qualité-prix il est très intéressant parce que quand on voit que les focales fixes 600 f4, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas plus ouvertes à 600 que ce 300-600, sont 2 fois plus chères, les Canon, plus de 2 fois plus chères, les Canon et les Nikon, et pas forcément beaucoup moins encombrantes. Donc c'est un petit exploit malgré tout, hein, qu'ils ont fait la Sigma, et imaginez ça, je veux dire, les utilisateurs Canon dont je fais partie, en rêverait d'un objectif pareil. Alors moi, je n'ai pas les moyens de l'acheter, de le mettre, puis pas forcément trop l'utilité quand même non plus. Mais d'autres, oui, ça je pense bien que, hein, et ben voilà, Canon, il ne vous reste plus qu'à ouvrir la monture RF à Sigma depuis le temps, je pense qu'il serait temps. Hein. Voilà, ça c'est un autre débat. Mais bon, en tout cas, eh ben, il y a de quoi faire avec ce nouveau boîtier Panasonic qui, à mon avis, est quand même bien né, hein, globalement, à part ses petits défauts quand même. Bon,
Mais si on arrive à passer outre, il a tellement de qualité aussi, et il est placé quand même à un prix, alors certes c'est cher, hein, 3600 €, mais 44 mégapixels, et puis la polyvalence qu'il apporte entre la photo et la vidéo, il n'y a rien à lui mettre en face dans cette gamme de prix, hein, de toute façon. Donc voilà, et en termes d'objectifs, il y a franchement de quoi faire. Et écoutez, moi je ne souhaite qu'une chose, c'est que ce boîtier se vende comme des petits pains, et puis ça sera bien normal, hein, et puis que en tout cas Panasonic continue, on va dire, à développer aussi sa gamme d'objectifs pour compléter celle de Sigma quand même, hein, peut-être renouvelle un peu certains de ses objectifs, mais enfin là honnêtement il y a vraiment déjà de quoi faire, hein, pas faire trop le difficile. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi comme d'habitude. J'ai vu il y a quelques temps que ma chaîne avait passé les 1000 abonnés, donc vraiment je vous remercie de tout ce soutien, ça fait vraiment plaisir, et ça encourage à continuer en fait, donc merci encore. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, hein, comme dit l'autre, c'est gratuit, et puis ça donne, vous savez comment ça marche les algorithmes de YouTube, hein, plus vous avez d'abonnés, plus votre chaîne elle ressort quoi, en fait dans les recherches et tout. Bon bref, je vous fais pas tout le topo. Merci en tout cas, et puis à la prochaine vidéo, au revoir.